Mesdames, Messieurs, bonjour. 2 chaises Louis XV tapissées vont être ajoutées devant la grande table ovale du Conseil des ministres, au rez-de-chaussée du Palais de l'Élysée. Ces sièges correspondent aux 2 nouveaux ministères créés hier par le Président de la République sur proposition du Premier ministre. Le ministère des Réformes administratives, attribué à M. Roger Frey, et le ministère de l'Environnement, confié à M. Robert Poujade. Des ministères qui correspondent en fait à 2 préoccupations majeures de la vie quotidienne des Français. Ce nouveau gouvernement est le plus nombreux de la Ve République, 41 ministres et secrétaires d'État. Ce matin, Guy Claes, la presse française analyse la composition de ce gouvernement. Réaction générale, je crois, c'est plus une évolution qu'un véritable changement d'équipe. Oui, c'est d'autant moins un changement d'équipe qu'il ne faut pas oublier tout de même que ce remaniement a été un peu imposé par les circonstances, par les décès successifs de messieurs Edmond Michelet et Raymond Mondon, un peu aussi peut-être par les ennuis de santé de M. Jacques Duhamel, si bien qu'on peut se demander s'il y aurait eu un remaniement maintenant, si tous ces événements ne s'étaient pas produits. Néanmoins, certaines retouches apportées au ministère sont assez significatives, je crois. Vous avez parlé de ces 2 ministères nouvellement créés. Il faut remarquer qu'ils vont tous les 2 à l'UDR, qui renforce ainsi sa représentation dans le gouvernement, avec maintenant 31 représentants sur 41. Il y a 7 républicains indépendants et 3 PDM centristes. Mais il faut noter aussi, je crois, l'intéressante promotion de 2 hommes qui sont messieurs Robert Poujade et Jacques Chirac. Ils sont tous les deux proches de M. Georges Pompidou, le président de la République, mais ce n'est peut-être pas la seule raison de leur promotion. Vous savez qu'il y avait il y a eu en tout cas quelques difficultés entre M. Robert Poujade, à l'époque où il était secrétaire général de l'UDR, et le Premier ministre. Vous vous souvenez d'un Conseil national un peu mouvementé à Versailles, où M. Chaban-Delmas s'était presque un petit peu fâché. Eh bien, il y a peut-être là aussi une volonté de rétablir des rapports nouveaux entre le gouvernement et l'UDR. M. Robert Poujade entre au gouvernement, ce qui montre bien qu'il n'y a plus, on met fin complètement à tous les malentendus qu'il y a pu y avoir entre lui et le Premier ministre. Et désormais, M. Robert Poujade sera évidemment lié par la solidarité ministérielle. Il fait complètement partie de l'équipe gouvernementale. D'autre part, M. Jacques Chirac sera désormais chargé des relations avec le groupe UDR à l'Assemblée nationale, et lui aussi est très proche de M. Pompidou, et aussi d'ailleurs de M. Jacques Chaban-Delmas. Donc il peut y avoir des rapports plus faciles entre le groupe UDR, entre l'UDR et le gouvernement. Je crois que c'est cela qu'il faut retenir, surtout du fait que le poste de secrétaire général de l'UDR serait attribué, dit-on, à M. René Tomasini, qui est plus un organisateur qu'un politique. Je crois qu'il faut voir ces 2 aspects, à la fois la création de 2 ministères importants et puis essayer de mettre un peu plus d'huile dans les rouages dans les rapports entre la majorité et le gouvernement. Vous venez de le dire, Guy Claes, dans cette nouvelle équipe, 3 hommes nouveaux, mais pas inconnus du monde politique. D'abord à l'agriculture, Michel Cointat, 50 ans, 2 enfants. Monsieur le ministre, merci tout d'abord d'avoir réservé votre première interview à Information Première. François Résirieux. Oui, Monsieur le ministre, je crois qu'il faut dire que dans ce remaniement, vous représentez un cas un peu particulier. Des 3 nouveaux, vous êtes le seul à avoir été en quelque sorte sous-ministre dans le secteur où vous allez être appelé à exercer vos responsabilités. Je rappelle que vous êtes du Sérail, puisque vous êtes forestier, et aussi ingénieur agronome, et qu'il n'y a pas eu d'ingénieur agronome au ministère de l'Agriculture, si mes souvenirs sont exacts, depuis le départ de M. Houdet en 1959. Vous avez d'abord été directeur de cabinet d'un ministre de l'Agriculture qui s'appelait Edgar Pisani, et vous avez ensuite été directeur général dans ce même ministère de l'Agriculture, et cela jusqu'en 1967, date à laquelle vous êtes devenu député UDR de l'Ille-et-Vilaine. Enfin, je crois qu'il faut dire que vous connaissez bien les affaires du marché commun et Bruxelles, où vous allez vous retrouver le 25 de ce mois comme président du Conseil des 6, car c'est au tour de la France d'assumer la présidence de ce Conseil des 6. Vous connaissez bien Bruxelles, donc, disais-je, parce que vous avez présidé le comité spécial, ce comité de hauts fonctionnaires qui prépare les dossiers du Conseil des 6, vous l'avez présidé pendant 6 mois déjà, et vous avez été à Bruxelles pendant plusieurs années. Je pense donc que je ne vous prends pas au dépourvu si je vous pose quelques questions sur ce que vous ferez en matière de politique agricole et surtout, peut-être aussi sur ce que vous ne ferez pas. Alors commençons, si vous le voulez, par ce que vous ne ferez pas. Je crois quand même que vous allez un petit peu vite en besogne, parce que je suis à peine nommé, je ne suis pas encore installé dans mes fonctions, et vous voudriez comme ça, comme un magicien, je sorte la baguette magique et des solutions miracles. Enfin, vous connaissez vos dossiers. Oui, je crois connaître un peu les dossiers de l'agriculture, puisque comme parlementaire, je suivais ces problèmes à l'Assemblée nationale, et que comme parlementaire européen, j'étais également rapporteur des problèmes agricoles. S'il y a des choses que vous ne ferez pas. Ce que je ne ferai pas, oui, il y a des choses que je ne ferai pas.
comme par exemple, je crois que je prendrais le ministère de l'Agriculture tel qu'il est maintenant, car si on a pu dire quelquefois que j'étais un réformateur, je n'ai pas le goût de la réformite. Et je crois que je prendrais ce qu'ont fait mes prédécesseurs, ils l'ont bien fait, et que je n'aurais aucune raison d'en changer pour le plaisir de changer. Je crois que également j'essaierai de ne pas trop étudier les choses et de décider rapidement. Voilà, si vous voulez, deux orientations. Pas trop de groupes de travail, en somme. Pas trop de groupes de travail, parce qu'un groupe de travail, ça veut dire qu'on enterre les dossiers. On en a déjà tellement fait qu'on a dû avoir tout étudié, alors peut-être on peut décider maintenant. Alors, à Bruxelles, vous, UDR, vous allez remplacer un centriste, Jacques Duhamel. Est-ce que ce changement a une signification politique? Est-ce qu'il aura des conséquences Non, politiques? ça n'a aucune signification politique. Tout le monde connaît les liens d'amitié que j'ai avec M. Jacques Duhamel, qui s'est donné avec beaucoup de courage et avec tout son cœur à ce problème agricole et qui a, j'espère, qu'il n'a pas compromis sa santé. Mais ça n'a aucune signification politique, d'autant que nous faisons partie tous les deux de la majorité et que, comme lui, j'essaierai de poursuivre la politique agricole dont les principes ont été définis depuis 1960 et 1962 avec les lois d'orientation. Ce que je peux dire, c'est que je crois avoir un certain goût de l'efficacité et du concret, et c'est, je crois, la ligne de conduite que je veux tracer. D'une façon générale, le PDM passe pour, disons, plus européen, à tort ou à raison, passe plus européen que l'UDR. Est-ce que vous considérez, vous, que vous ferez la même politique européenne que M. Jacques Duhamel? Disons que je ferai la même politique européenne que M. Jacques Duhamel. Vous avez dit un jour, je crois que c'était aux députés, la politique agricole actuelle consiste à donner une Cadillac à ceux qui en ont déjà une. Ça veut dire quoi, ça? Oui, c'est exact. Vous faites référence à un article qui avait paru dans Le Monde l'année dernière. Oui, qui avait été précédé d'une... La formule avait été prononcée devant les députés. Avait été prononcée, c'est exact, aussi à la tribune. Par conséquent, je ne la renierai sûrement pas. Non, cela veut dire que ce qui m'intéresse dans l'agriculture, ce sont les hommes qui m'intéressent. Et les hommes m'intéressent plus que les produits. Ce qu'il importe, c'est que le revenu agricole rattrape le revenu national, le revenu individuel moyen national. C'est ça qui est important. Donc, par conséquent, je suis plus pour une aide aux hommes qu'une aide aux produits. Cela veut dire qu'il faut donner des subventions directes plutôt que des soutiens des marchés, c'est ça? C'est pas tout à fait ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais disons qu'il faut qu'il y ait une sélectivité, un peu comme le médecin vis-à-vis du malade, du convalescent et de l'homme bien portant. Le médecin se contente de donner des conseils judicieux à l'homme bien portant. Eh bien, il y a dans l'agriculture, et c'est heureux, et j'applaudis très fort, des agriculteurs aisés. Eh bien que ces agriculteurs aisés puissent voler de leurs propres ailes, ils n'ont plus besoin tellement de l'État, n'est-ce pas, pour pouvoir justement prospérer et se développer. Et puis aux convalescents, eh bien le médecin a tendance à donner un fortifiant. Je crois que dans les régions où il y a des potentialités très grandes, il faut que l'État puisse intervenir pour pouvoir donner justement ces fortifiants et permettre de devenir des agriculteurs compétitifs. Et puis enfin, il y a la masse de l'agriculteur qui est malade, qui est en retard, qui est dans un climat de désespérance. Et là, je tiens essentiellement à m'attacher à redonner de l'enthousiasme et à de l'espoir à ces gens, car ils ont leur place, et ils ont une place extraordinaire à jouer dans la nouvelle société. Et il faut qu'ils sachent qu'il ne doit pas y avoir d'équivoque à leur égard, ni de malaise, parce qu'ils ont tendance à croire qu'ils sont un peu frustrés, qu'ils sont des parias dans notre monde moderne, qu'ils sont trop nombreux, qu'ils coûtent trop cher ou qu'ils produisent trop. Alors ceci, il faut absolument changer cette ambiance. Merci, M. le ministre. Deuxième homme nouveau, M. Jean Tétinger, 48 ans, 5 enfants, maire de Reims, député de la Marne et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. M. Tétinger devient secrétaire d'État au budget. Première réaction après sa nomination, hier soir en gare de Reims, interview de Yves Henry. Eh bien, mon rôle, ce sera de traduire dans les documents budgétaires la volonté politique du gouvernement, de le faire en plein accord avec le ministre des Finances, bien entendu, et sous l'autorité du Premier ministre, et sous l'inspiration, bien entendu, aussi du Président de la République, et puis d'expliquer ce budget, ses grandes lignes, comme ses détails, au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, devant les commissions des finances que je connais bien, puis devant le pays, lorsque l'occasion me sera donnée de le faire. J'essaierai de le faire en termes aussi simples que possible, bien qu'il s'agisse de documents et de textes compliqués.
Troisième homme, M. Robert Poujade, 42 ans, professeur, un enfant, député de Dijon. Il est plus connu car il est secrétaire général de l'UDR depuis 5 ans. M. Poujade a appris sa nomination au moment où, à Dijon, hier, il examinait les décombres de l'immeuble dont l'explosion, vous vous souvenez, a fait 2 morts. Robert Poujade devient le premier titulaire du ministère de l'Environnement et Bernard Pradino lui a demandé ce qu'il comptait faire à ce sujet. Le ministère de l'Environnement est une création, M. Poujade. Et cette création correspond sans doute à une signification. Je pense en effet qu'elle correspond non seulement à une signification, mais à un besoin. Vous savez qu'à l'étranger, de grandes campagnes ont été menées pour la protection de l'environnement, pour l'amélioration de l'environnement, et le président de la République, le Premier ministre ont successivement prononcé des déclarations dont vous vous souvenez qu'elles ont été considérées comme très importantes sur l'environnement. C'est donc, je le pense, en effet, une tâche qui est apparue comme à la fois nouvelle et très nécessaire, et une mission qui m'a été demandée d'assumer. Et est-ce que le nouveau ministre de l'Environnement a déjà un plan de travail et déjà une priorité dans son nombre de travail? Bien sûr, car en réalité, je n'arrive pas sur une terre vierge. Le Premier ministre avait déjà proposé une série de 100 mesures concernant l'environnement, vous en souvenez sans doute, qui sont extrêmement variées, puisqu'il s'agit aussi bien de l'amélioration du cadre de vie dans les villes, que de la lutte contre la pollution marine, que de la lutte contre les pollutions des rivières. Il serait évidemment très long de vous énumérer l'ensemble de ces mesures qui sont d'un très grand intérêt, mais qui demandent évidemment beaucoup de moyens. Et mon problème, ce n'est pas seulement celui de la bonne volonté qui est entière, c'est celui des moyens qu'il faudra trouver et dégager, et ça ne sera pas facile. À part cela, en affaires françaises, on peut noter plusieurs choses ce matin. Prochaine rencontre franco-algérienne le 18 janvier à Paris. Les négociations sont difficiles, vous le savez, et beaucoup pensent à une intervention personnelle, soit du Premier ministre, soit même du Président de la République. Une opération Jeunes va être lancée dans 26 départements par le ministre du Travail. Il s'agit d'aider les jeunes à trouver plus facilement un emploi. À Quimperlé, les ennuis de Mme Brunou ne sont pas terminés. Une majorité de parents d'élèves a voté hier contre l'institutrice qui a épousé, vous le savez, un divorcé. Nouvelle grève aujourd'hui de 24 heures dans les wagons-lits et les wagons-restaurants. Et menace de grève également sur le réseau ouest de la SNCF si les négociations prévues le 21 janvier n'aboutissent pas. Vous savez que la CGT a refusé hier de signer le texte définitif de l'accord syndicat-direction. Les autres syndicats ont accepté ce texte mais attendent la décision lundi de la CGT. Autre grève, celle de M. Yves Gaudier, le gardien du phare de Honfleur dont je vous ai parlé hier. Il continue sa grève administrative. M. Gaudier veut du chauffage dans son logement. Une enquête de Jean-Luc Charlet. À Honfleur, au bout de la jetée, le phare. À 100 mètres de là, l'objet du ressentiment de M. Gaudier, le gardien du phare. Une maison nue, aux murs décrépits, sans confort et sans chauffage. M. Gaudier s'explique très volontiers sur les motifs de sa grève illimitée. Au début, je suis venu ici, j'assurais le service dans un logement qui n'est pas celui-ci, qui est éloigné de 100 mètres d'ici. Donc pour les conditions d'observation, à chaque coup, il faut que je fasse 100 mètres pour faire les conditions d'observation, pour venir observer, et 100 mètres pour venir mettre la sirène qui est ici. Donc là-bas, j'avais un local sans aucun confort, sans rien. Ce logement étant le logement des phares, je suis venu l'occuper. Voilà la situation. Quel est votre travail exactement? Mon travail exactement, ça consiste à faire marcher 5 feux que j'ai à Honfleur, qui sont distants et ils ne sont pas à proximité les uns des autres, et à déclencher un signal sonore, auquel cas il y aurait de la brume. Alors pour déclencher ce signal sonore, il n'y a pas de problème. Du logement où j'étais avant, il fallait que je franchisse ce portail qui est ici, que je vienne presque dans une propriété privée pour accomplir mon service, alors que toutes mes notes de service portent que le départ du phare, le signal se fait depuis ce mât. Actuellement, là, dans la maison qui est dans le périmètre du phare, vous êtes un peu squatter, enfin, vous êtes... Oui, je suis un peu squatter, mais enfin, j'avais signalé ma position, je l'ai signalée. Et je suis venu là, ma femme qui est mon auxiliaire,
doit elle aussi assurer le service en cas d'accident. Et je précise que pendant ma grève, qui n'est qu'une grève administrative, le service de sécurité est assuré à 100%. Ça, j'assure le service de sécurité à 100%. Aucun feu ne pourra s'éteindre de par ma volonté. Ça s'éteindra accidentellement, mais les bateaux sont assurés d'avoir le signal sonore et les feux constamment. J'ai simplement refusé que de transmettre les notes écrites et de répondre à des notes écrites, c'est tout. À l'étranger, deux choses. L'ambassadeur Jarigne est à Jérusalem pour parler de paix, et cela au moment où les Israéliens disent les Égyptiens disposent maintenant de nouvelles fusées soviétiques et ils pourraient bien attaquer avant l'été. Autre chose, une bombe vient d'éclater devant l'ambassade soviétique à Washington, pas de victimes. Hier soir, à Moscou, un diplomate américain a été bousculé par 3 soviétiques à la sortie d'un théâtre. Le climat se détériore par petites touches entre les deux super grands. Monsieur Pompidou l'a décidé, la France va construire des bombes H. Mais il me semble, François de Closet, que depuis 1968, la France possède la bombe H. Non, elle a maîtrisé depuis 1968 les techniques thermonucléaires. Vous voyez, il y a une petite nuance. Mais il s'agissait de savoir ce que l'on allait faire, quel type d'engins seraient construits à partir de ces techniques. Alors, quelle était la situation jusqu'à présent? La France construit 2 types d'engins nucléaires, les bombes A et ce que l'on appelle des bombes dopées, qui sont, si vous voulez, un engin hybride entre la bombe A et la bombe H. Donc, la décision à prendre était la suivante. À partir des techniques thermonucléaires, bien, on peut faire toutes sortes d'engins plus ou moins évolués. Évidemment, plus l'engin est compliqué, plus il faut attendre pour le mettre en service. La décision qui a été prise, c'est en somme la technique qui permet de mettre les engins au stade opérationnel en 1975, c'est-à-dire des bombes H d'environ 1 mégatonne, mais on ne met pas la technique, par exemple, des têtes multiples. Peut-être une étape ultérieure, mais pour le moment, ce sont des têtes uniques. Si on avait pris, par exemple, l'option de la tête multiple, évidemment, il fallait reculer d'autant. C'est donc un choix technique d'un certain degré de perfectionnement pour atteindre le stade opérationnel à partir de 1975. Deuxième volet scientifique aujourd'hui, Apollo 14 se prépare, départ pour la Lune le 31 janvier, mais on se souvient de l'aventure dramatique d'Apollo 13, alors cette préparation n'est pas une préparation de routine, je pense. Non, il est certain que les Américains ont beaucoup pensé aux consignes de sécurité. Ils y ont pensé d'autant que ce que l'on n'a pas tellement su, c'est que sur Apollo 13, même le lancement s'était produit dans des conditions très difficiles. Et à ce stade aussi, vous allez le voir, les Américains ont multiplié les essais de sécurité. Voilà en particulier ce système qui permet aux astronautes d'évacuer la fusée très rapidement en cas de risque d'explosion. N'oubliez pas qu'il se trouve à plus de centimètres de hauteur et que ce n'est pas une petite affaire. Au cas où, par exemple, tous les ascenseurs tomberaient en panne, ils seraient prisonniers de la fusée. Voilà ce système de câbles, de sorte téléphérique, qui leur permettrait d'effectuer une évacuation d'urgence. Par ailleurs, les 3 hommes, Alan Shepard, souvenez-vous, il y a 10 ans, le premier Américain dans l'espace, Stuart Roosa et Edgar Mitchell vont faire plus exactement, ce que devaient faire sur la Lune Lovell et Hayes, les astronautes d'Apollo 13, c'est-à-dire qu'ils vont explorer la région du cratère Fra Mauro. Vous les voyez ici qui répètent dans le hangar de Cap Kennedy, et qui répète évidemment scrupuleusement toutes les opérations de ces 2 marches lunaires que vous pourrez suivre en direct les 5 et 6 février. Vous voyez, chaque opération est minutée. Voilà par exemple le déploiement de l'antenne qui permettra la transmission de ces images. Espérons qu'on aura de bonnes images couleurs de ces marches lunaires, car sur Apollo 12, on n'avait pas eu, sur Apollo 13, il n'y avait pas eu de marche lunaire. Entraînement pour ramasser des échantillons, les ramasser à la main, vous savez que c'est très difficile, car il faut se baisser, et d'habitude, ils ont des petites pinces qui leur permettent de les ramasser, puis surtout, l'innovation de cette marche lunaire, ce sera l'utilisation de cette brouette. Vous voyez, cette brouette, sur Apollo 15, il y aura une Jeep, voilà, la caméra de télévision. Là, on n'en est qu'à la brouette, mais en principe, cela devrait énormément faciliter les choses. Rendez-vous donc le 5 février pour suivre, alors en direct, depuis la Lune, le travail de Shepard et Mitchell. Michel Drucker, sport maintenant. Le match France-Autriche reprend aujourd'hui en ski.
Oui, en effet, le match féminin France-Autriche reprend après un track de 24 heures. Il reprend sur les pentes d'une petite station d'Allemagne, Obersthofen, qui est la patrie, vous le savez peut-être, de l'ex-championne olympique Heidi Biebel. C'est Françoise Maky qui va être encore le principal atout des skieuses françaises aujourd'hui, mais avec elle, il y a Anne-Marie Pröll qui la devance. D'ailleurs, au classement de la Coupe du Monde de ski, il y a aussi Wiltrud Drexel, une autre autrichienne, voici Françoise Maky sur votre écran, et il y a aussi la Canadienne Clifford qui est la championne du monde de la spécialité. Les skieurs sont en Italie, à Madonna de Campiglio, où ils vont disputer demain un slalom géant. Les Suisses, eux, viennent de perdre l'un de leurs meilleurs skieurs, je crois. Oui, c'est vrai. Je voudrais revenir justement un instant sur cette nouvelle que vous avez peut-être lue dans vos journaux spécialisés hier. Il s'agit du skieur suisse Kurt Schneider, que vous allez voir d'ailleurs sur votre écran, et dont la carrière s'est tristement terminée mardi au cours de la première manche du slalom de Berchtesgaden. À la suite d'un accrochage sur une plaque glacée, le skieur avait été projeté sur un piquet de porte qui, profondément ancré dans la neige gelée, ne céda pas. Transporté à l'hôpital, Schneider a dû subir hier l'ablation d'un rein, ce qui l'écarte définitivement des pistes de compétition. Kurt Schneider a 25 ans, c'était un des éléments de base de l'équipe suisse depuis déjà plusieurs années. Basket, mauvaise nouvelle. Les joueurs de Vichy ne dépasseront pas le stade des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe. Battus de 32 points hier en Bulgarie par le club de Botevgrad, ils n'ont plus aucun espoir de se qualifier au match retour. Ce match retour a lieu mercredi prochain. Les Bulgares ont gagné 82-50 et l'absence de l'Américain White peut peut-être expliquer cette lourde défaite des joueurs français. Football, l'équipe de France dispute ce soir à Buenos Aires le premier match de sa tournée en Amérique du Sud. Elle rencontre l'équipe argentine au célèbre stade de Boca Juniors. Compte tenu du décalage horaire et de l'heure tardive du match, nous ne pourrons vous donner ce résultat que demain dans le journal de 13h. Enfin, je vois que le 22 février, le Palais des Sports va faire le plein. Très certainement. Et là, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de boxe et nous savons qu'ils sont nombreux. En effet, l'Américain Billy Backus, champion du monde des poids welter depuis qu'il a battu le Mexicain Napoles le mois dernier. Billy Backus est à Paris. Il vient le 22 février prochain. Il rencontrera en 10 rounds le champion de France de la spécialité ménétrée, décidément très ambitieux. Et Backus sera accompagné par son oncle, qui n'est autre que Carmen Basilio, qui a été il y a une quinzaine d'années champion du monde des poids moyens. Maintenant, un avant-goût des vacances. Aujourd'hui, au CNIT à Paris, ouverture du 10e salon de la plaisance. Actuellement, il y a un bateau pour 175 Français, en statistique bien sûr. C'est peu, mais pour la première fois, ce salon vous propose par exemple une formule de crédit total. Nous vous en reparlerons bien sûr, mais un coup d'œil d'ouverture en direct avec Jean-Paul Sauté. 4, 3. Le CNIT à la Défense vient de s'ouvrir le 10e Salon international de la navigation de plaisance et le 6e Salon de la piscine, inaugurés tous les deux par M. Comiti. Voici moins de 2 heures. Ce salon est ouvert jusqu'au 18 janvier, de 10h à 22h tous les jours, sauf le samedi et le dimanche où il fermera un peu plus tôt, c'est-à-dire à 20h. Lorsque vous visiterez ce salon, vous pourrez voir, si vous êtes donc parmi les 340 000 visiteurs attendus, vous pourrez voir quelques 1300 bateaux présenté par 650 exposants. J'ai à mes côtés M. Nivelt, qui est le vice-président des constructeurs, et avec lui nous allons essayer de dresser à la fois un bilan et les perspectives de ce salon. Première constatation, M. Nivelt, cette année il y a assez peu de nouveautés et ce salon est encore victime de la crise économique récente. Oui, bien évidemment, on en a déjà beaucoup parlé, mais bien sûr, depuis 2 ans, nous subissons un certain nombre de facteurs qui sont défavorables pour le développement des ventes. Mais bien entendu, nous avons bon espoir de voir les achats différés des 2 années précédentes se reporter sur l'année 1971 et nous sommes optimistes. Bien, alors je crois que nous reparlerons de ces difficultés économiques qu'il ne faut pas cacher au cours de Télésoir. Nous en reparlerons plus à fond. Voyons maintenant et immédiatement les perspectives. Premier bouleversement auquel il faut s'attendre inévitablement, c'est un bouleversement chez les constructeurs. Il faut absolument qu'ils se regroupent. Je pense que de toute façon, c'est une évolution absolument inévitable. Nous en sommes actuellement où en était l'automobile en 1900, c'est-à-dire qu'après avoir eu des bricoleurs de génie pour fabriquer des automobiles presque à l'unité, eh bien ensuite nous avons vu certains constructeurs prendre en main une fabrication de grande série. Le jour où les constructeurs de bateaux pourront produire des séries de plusieurs dizaines de milliers de bateaux du même modèle, il est bien évident que les prix de revient ne seront plus du tout ce qu'ils sont actuellement, où les séries les plus importantes ne peuvent se chiffrer qu'à 2000 unités an. Bon, voilà pour les constructeurs. Maintenant, revenons bien sûr à ce qui intéresse le public, c'est-à-dire ce salon. Je crois que l'on peut tout de même dire que la tendance numéro 1 de ce salon, c'est l'épanouissement de la voile, peut-être même au détriment du nautisme à moteur.
Oui, je pense que c'est dû certainement à l'avènement de la clientèle, enfin des utilisateurs jeunes. Nous avons actuellement sur le marché énormément de jeunes qui sont très attirés par le côté sportif de la voile. Et puis, ma foi, il y a toujours un petit caractère un peu exotique de la navigation à voile qui, de toute façon, attire la rêverie et bien sûr tous les gens qui, pendant toute l'année, pensent à leurs prochaines vacances et je crois qu'il y a tout de même relativement une reprise de la voile par rapport au moteur qui, à un certain moment, avait eu l'avantage sur la voile. Donc progression de la voile et pourtant diminution du nombre de modèles exposés. C'est-à-dire qu'il y aurait comme une sorte de regroupement. Oui, actuellement, on dénombre quand même un nombre un peu moins important de voiliers qu'il y avait l'année dernière, par exemple, sur le marché. Je pense que cette diminution du nombre de voiliers proposés à la clientèle est de l'ordre de 8 à 9%. Voilà pour la politique et le sport. Un mot sur la mode, avant la littérature. Il paraît, mesdames, que le maxi est définitivement condamné. L'une de nos consoeurs du Figaro, Viviane Grémour, à la suite d'une très longue enquête, a réussi à arracher les confidences de plusieurs couturiers avant les collections. Saint-Laurent, Cardin, par exemple, raccourcissent. Lorsque les manteaux maxi vont s'ouvrir au printemps, nous oublierons, messieurs, le cauchemar de l'hiver. Page littéraire maintenant, Étienne Laloux vous présente le dernier ouvrage de maître Jacques Izorni, le tome 4 de l'histoire véridique de la Grande Guerre. Vous parliez de cauchemar, Paul Lefebvre, c'est le grand cauchemar de notre XXe siècle qu'a évoqué Jacques Izorni en compagnie de Louis Cadard dans ce livre dont le 4e et dernier tome paraît aujourd'hui, Histoire véridique de la Grande Guerre. Jacques Izorni, vous devriez être deux à venir présenter cet ouvrage aujourd'hui, vous êtes tout seul. Oui, Louis Cadard est mort il y a 15 mois, mais c'est lui qui était à l'origine de ce livre, qui en a eu l'idée, la conception, qui en a fourni toute la documentation. Je l'ai terminé seul, mais ce 4e tome est notre livre comme les 3 premiers tomes. Pourquoi l'avez-vous appelé Histoire véridique de la Grande Guerre? Parce que nous nous sommes efforcés de dire tout ce que nous avons pensé être vrai. Peut-être nous avons pu nous tromper, mais bien souvent les historiens ont été arrêtés par la vérité elle-même, par la crainte de la vérité, parce que la vérité est quelquefois en dehors des légendes et nous sommes très prisonniers des légendes. Nous avons donc voulu dire la vérité, nous avons choisi le mot véridique plutôt que le mot vrai, parce que le mot vrai nous a paru un peu trop absolu. À cette lumière, il y a un certain nombre de personnages, de héros de la Grande Guerre, qui apparaissent un peu différents de ce qu'on les voyait jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, pour chacun de ceux dont je vais vous donner le nom, pourquoi le général Foch? C'est très difficile de le dire en quelques mots. Mais Foch a eu certainement plus de flamme que de tête. On a retenu la flamme et nous avons été obligés de dire qu'il n'avait pas toujours eu de la tête. De Joffre, on a dit qu'il avait eu un sang-froid imperturbable, c'est vrai. À la Marne, il a été admirable de sang-froid. Mais il est vrai que dans les années qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, il a été tout à fait aveugle et a de lourdes responsabilités. On a oublié les responsabilités, on ne s'est souvenu que de la Marne. Nous avons pensé qu'il fallait aussi parler de ses responsabilités. Pétain? Pétain, c'est un sujet un peu plus délicat et que je connais bien. Eh bien, pour Pétain, on a vu simplement le vainqueur de Verdun, on a oublié ensuite toute son action. Nous avons voulu montrer quel avait été son rôle au moment des mutineries. Je crois qu'au moment des mutineries, il a joué un rôle qu'il était le seul à pouvoir jouer. Et ensuite, on a montré quelle avait été son action en 17 et en 18. On a dit que Pétain était un pessimiste. Ce n'est pas vrai. Pétain était un réaliste. Quand la vérité était sombre, il disait qu'elle était sombre. Et dans l'ensemble, c'est surtout d'irréalisme que vous accusez la plupart des chefs militaires, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Je crois que l'Allemagne, comme la France, a eu 2 grands chefs, Ludendorff et Pétain. Mais je pense que derrière ce grand chef qui a été Ludendorff,
le commandement allemand a été supérieur au commandement français. Quelle est la leçon qui se dégage finalement de cet énorme livre appuyé sur une très grosse documentation, très illustrée avec des schémas et auquel il manque seulement un index des non-cités qui en ferait un instrument de travail parfait? Il manque un index des non-cités pour des raisons d'édition, ce sont des problèmes que vous devez bien connaître. Ça aurait été trop long et le livre aurait paru trop tard. Mais c'est bien dommage, je le regrette. La grande leçon qu'on tire de cette histoire véridique de la guerre, quand on s'est penché sur tous ces problèmes, c'est que les hommes ont été supérieurs dans une large mesure aux chefs. Et si je le dis, c'est parce que je reprends le témoignage de Fayolle. La Banque de France a en effet abaissé son taux d'escompte de 7 à 6,5%, Gérard Vidalange. 6,5, je viens de l'apprendre à l'instant également en bourse. Immédiatement, les valeurs françaises ont été bien impressionnées. C'est une forte hausse aujourd'hui, donc qui confirme la reprise des valeurs françaises hier. 6,5%, c'est le taux d'escompte en Allemagne, en Belgique, et cette baisse vient immédiatement après celle également du taux d'escompte aux États-Unis, où ce taux a été ramené de 5,5 à 5,25%. Vous voyez que nous avons encore à combler une certaine marge. Quoi qu'il en soit, c'est excellent pour les Français et qui pourront payer à crédit moins cher leurs voitures, leurs téléviseurs, leurs machines à laver. Et pour les entreprises, les conditions de financement seront moins rigoureuses. Et également, en ce qui concerne les obligataires, eh bien, il est fort possible que les taux d'intérêt des obligations soient baissés. Actuellement, ce taux est de 8,75 pour les obligations industrielles et de 8,5 pour les emprunts garantis par l'État. Ce taux certainement sera réduit. Donc, très bonne séance pour les actions et les obligations aujourd'hui à la Bourse de Paris. À vous les studios.